Bonjour à tous, c'est aujourd'hui la rentrée des Facebook Live du CHU, un premier numéro consacré à la Semaine nationale de prévention de la mort inattendue du nourrisson. Semaine nationale qui débute le 19 septembre. Nous aurons le plaisir d'avoir deux invités aujourd'hui parmi nous, et notamment une démonstration de matériel de puériculture et de conseils pratiques pour ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire avec votre bébé. Le premier invité, c'est le docteur Anne Borsa-Dorion, chef du service des urgences pédiatriques du CHU de Nancy. Et ensuite, en deuxième partie d'émission, c'est Pascaline Briosso, qui a fondé l'association Les Rires d'Anna, qui nous rejoindra. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire durant ce live. Nous avons une experte en ligne qui répondra directement à vos questions. Et cette experte en ligne, c'est Marine Boll, infirmière aux urgences pédiatriques et référente mort inattendue du nourrisson. Docteur Borsa, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, vous êtes chef de service des urgences pédiatriques à l'hôpital d'enfants à Brabois. Et vous êtes également référente mort inattendue du nourrisson. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, la mort inattendue du nourrisson, c'est l'ensemble des causes de décès d'un petit, donc nourrisson c'est moins de 3 ans, qui décède de manière inattendue parce qu'il n'était pas atteint d'une maladie ou d'une pathologie qui devait entraîner son décès. Et la mort subite est une des causes de mort inattendue du nourrisson. Voilà, c'est effectivement une question que peuvent se poser les personnes qui nous regardent, la différence entre mort inattendue et mort subite. Donc à Nancy, on est centre de référence en Lorraine sur la mort inattendue du nourrisson. Donc ça regroupe, c'est ça, les 4 départements de l'ancienne région Lorraine ? Oui, c'est tout à fait ça. On peut accueillir des enfants décédés issus de ces 4 départements parce que, à l'issue du décès, le but est d'essayer d'explorer et de comprendre ce qui a pu entraîner le décès. Donc il va y avoir toute une prise en charge pour avancer dans la connaissance des causes du décès. D'accord, donc ça c'est l'un des rôles, l'une des missions du centre de référence. Donc j'ai noté qu'il y en avait 39 en France, rattachés à chaque fois à des services d'urgence pédiatrique. Tout à fait, oui. Ok. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Pourquoi aujourd'hui faire de la prévention sur la mort inattendue du nourrisson ? Est-ce que vous avez déjà quelques chiffres à nous donner pour qu'on se rende compte de cette... Alors, sur la France, les chiffres aussi en moyenne de 300 cas par an en France. D'accord. C'est bien une moyenne parce qu'il n'est pas facile de recenser avec exactitude toutes les causes initiales de décès d'un tout petit. Donc ça, c'est une moyenne sur la France. Et au niveau local, sur Nancy, le centre accueille en moyenne 10 à 12 enfants par an issus des 4 départements. D'accord. Est-ce qu'il y a eu une évolution notoire ces dernières années Oui, alors dans les années 80-90, on a accueilli, si on reprend les chiffres locaux, plus d'une 30aine d'enfants par an issus simplement du département de la Meurthe-et-Moselle. D'accord. Les chiffres ont bien baissé à partir des années 94-95 suite au changement de couchage des tout-petits, puisqu'avant, souvent, ils étaient sur le ventre. Et on a demandé à ce que tous les bébés soient couchés sur le dos. La diminution est de 75%, donc c'est énorme. Donc sur Nancy, on a accueilli jusqu'à 5 enfants par an. Et les chiffres ont remonté dans les années 2010 pour arriver à ces 10-12 enfants par an, entre autres avec des facteurs de risque qu'on met en évidence, notamment sur des problèmes de couchage. D'accord. Entre autres des autres étiologies. Et c'est sur ces problèmes de couchage qu'on peut faire de la prévention pour éviter ce type de décès. On reviendra justement sur ces conseils de couchage et ces nouvelles pratiques avec Pascaline dans la deuxième partie de notre live. Donc pour revenir sur le sujet, aujourd'hui, quelle est l'origine de ces décès, pour la plupart quand on peut l'identifier ? Alors, on peut avoir des causes infectieuses, notamment sur des bébés qui sont enrhumés en automne ou en hiver, parce que ça va être un facteur de risque supplémentaire d'avoir le nez pris, parce qu'un bébé respire que par le nez. Donc s'il est encombré, s'il est malade, il risque de se retrouver dans une situation plus difficile, notamment s'il est dans un couchage peut-être pas tout à fait adapté. Donc on a des causes infectieuses, on peut avoir des causes malformatives, constitutionnelles ou des maladies métaboliques. On a différentes causes en tout cas organiques, qui peuvent être identifiées. On aura des causes sur l'environnement de l'enfant, et puis on aura ce qu'on appelle la mort subite du nourrisson, c'est-à-dire le diagnostic d'élimination. Une fois qu'on a toutes les autres causes ont été éliminées, c'est des bébés qui vont décéder pendant leur sommeil, alors qu'ils étaient apparemment en bonne santé et pour lesquels on a des hypothèses
actuelle sur un problème de régulation, notamment au niveau des récepteurs cérébraux à la sérotonine, qui empêcherait ce bébé de reprendre sa respiration, de réactiver son rythme cardiaque lors d'une situation difficile. D'accord. Et est-ce qu'il y a des signes prémonitoires, où vous pouvez nous parler des facteurs de risque également? Voilà, oui. Il n'y a pas de signe prémonitoire direct, en tout cas pour la mort subite du nourrisson. Par contre, on a des facteurs de risque et on va être vigilant pour un bébé, je disais, qui est malade, mais un bébé qui a des troubles digestifs à type de régurgitation qui le gênent beaucoup, qui peuvent entraîner des malaises, par exemple. Pour un bébé qui s'essouffle en buvant son biberon, là, c'est des bébés pour lesquels on va suspecter une pathologie organique à prendre en charge. D'accord. Donc, il faut d'abord identifier le problème potentiel. OK. On parlait aussi de la prévention, de l'impact du tabac durant la grossesse sur la mort inattendue du nourrisson. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, là, il était montré par de très nombreuses études que le tabac pendant la grossesse entraîne après la naissance un dysfonctionnement justement de la régulation et notamment des récepteurs à la sérotonine et des bébés qui, dans une situation difficile, vont se retrouver en difficulté. De même que le tabagisme passif, c'est-à-dire l'enfant qui va respirer des particules de nicotine dans son environnement après la grossesse, même si on ne fume pas au-dessus de lui, le simple fait que les parents aient fumé fait que ce bébé est un peu plus à risque, à la fois au niveau de ses petites bronches pour faire des pathologies et à la fois, pareil, au niveau de sa régulation des récepteurs cérébraux. D'accord. Jusqu'à quel âge y a-t-il un risque? Est-ce qu'il y a une période plus propice, si on peut dire, à cette mort inattendue? Alors, les principaux décès arrivent dans la première année de vie avec un pic de fréquence entre 2 et 4 mois. Après, c'est encore possible entre 1 et 2 ans, ce qui fait qu'à l'hôpital, on les accueille jusqu'à 2 ans dans cette prise en charge, mais on est plus souvent sur des pathologies organiques ou génétiques qu'on va mettre en évidence. D'accord. Et par rapport aux statistiques, est-ce qu'on sait identifier si ça touche plus les garçons que les filles ou pas du tout? Oui, alors ça touche un peu plus les garçons, à peu près 6 garçons pour 10 enfants, sans qu'on ait d'explication médicale expliquant cette surreprésentation. Ok. Donc on voit qu'il y a bien des changements de pratique, on découvre de nouveaux matériels de puériculture. Quand on a préparé cette émission, on a aussi parlé de l'influence parfois néfaste de tout ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux aujourd'hui, avec les influenceuses qui proposent des nouveaux produits. Qu'est-ce qu'on peut Voilà. Quelle est la conclusion à tirer de tout ça aujourd'hui? Parce que j'imagine que vous avez un avis sur la question et des recommandations à faire aux futures mamans ou jeunes mamans qui peuvent suivre sur Instagram toutes ces personnes. Oui, ce qui nous pose problème un petit peu, c'est qu'il y a de plus en plus de matériel et la façon dont il est présenté est vraiment pour améliorer le bien-être du bébé. Ce qui fait que des parents qui n'ont pas cette connaissance ou qui n'ont pas les bonnes informations pensent bien faire en achetant du matériel hyper confortable, qui l'est peut-être, mais qui ne correspond pas aux besoins physiologiques du bébé et qui peuvent le mettre en situation difficile. Donc, avant d'acheter certains matériels qui sont coûteux, on recommande vraiment aux parents, si possible, de prendre l'information auprès de professionnels de santé, parce que les commerçants n'ont pas tous une formation de santé, de même que certaines personnes sur les réseaux sociaux, tous n'ont pas les mêmes connaissances, et c'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose pour lequel c'est bien passé, pour son propre bébé, il peut y avoir des soucis et ce n'est pas recommandé. Donc vraiment, il va falloir, pour le matériel, que le bébé soit en bonne situation respiratoire. C'est indispensable. D'accord, donc on verra tout à l'heure avec Pascaline tout ce qui est lit parapluie, lit classique, doumou, coussin d'allaitement. On verra ce qu'il faut faire ou pas faire et on écoutera ses conseils de prévention. Par rapport au changement de pratique, donc on a parlé du couchage sur le dos, qui est aujourd'hui la recommandation. Est-ce qu'il y a un phénomène aussi dont on parle beaucoup et aussi sur les réseaux, le risque de tête plate? Oui. Donc qu'en est-il au juste de ce risque et comment le prévenir? Alors c'est vrai qu'un bébé qui va rester très longtemps couché sur le dos, s'il ne bouge pas, et d'autant plus s'il est dans un environnement, un matelas ou une autre structure à mémoire de forme, peut aplatir sa tête parce que le crâne d'un bébé est encore en phase de consolidation. Il est mou
à la naissance et se solidifie progressivement. Donc, il subit les aléas des contraintes techniques dans lesquelles il est posé. Donc, pour éviter cette tête plate, pour un bébé en bonne santé, on parle uniquement des enfants en bonne santé, pour éviter cette tête plate, il est recommandé de porter son bébé chaque fois qu'il est réveillé, parce que le simple fait de le porter va le stimuler à renforcer ses muscles du cou, à tourner sa tête, et ce qu'il fait quand il est couché, il bouge plus facilement sa tête, et il ne sera pas toujours dans la même position, donc son crâne ne va pas se déformer. Pareil, toujours quand il est réveillé, on peut le mettre sur le ventre, le stimuler pour qu'il tourne sa tête dans tous les sens. D'accord. Il n'y a pas besoin de matériel supplémentaire pour prévenir la tête plate. Une bonne stimulation suffit largement. Ok, très bien. Et une des causes du coup de mort inattendue du nourrisson, c'est l'asphyxie. Comment un bébé peut-il s'asphyxier? Alors, par deux phénomènes. Un, s'il a le nez qui est encombré par des sécrétions, d'où l'importance pour un tout petit de dégager son nez, et c'est ce qu'on apprend à tous les parents en sortie de maternité, de faire un lavage de nez chaque fois que son bébé racle, renifle un petit peu. Il ne sait pas se dégager tout seul, au moins jusqu'à l'âge de 3 mois. Et puis deuxième point, les voies respiratoires commencent dans le cou au niveau de la trachée. La trachée, elle est cartilagineuse. Donc si le cou se plie, la trachée va également se pincer et l'oxygène ne pourra plus passer dans les voies aériennes. Donc il va falloir vérifier, tant que le bébé est petit, les positions du bébé, notamment quand il est semi-assis, type dans un cosy, dans un transat, ou quand il est porté, il ne faut pas qu'il ait la tête penchée de manière prolongée parce que là, à ce moment-là, il a un risque asphyxique. Donc les positions de sommeil du bébé vont être importantes et les meilleures positions pour dégager sa trachée, c'est naturellement quand il est couché à plat dos. D'accord. Une dernière question avant d'accueillir Pascaline et de passer au conseil pratique. Qu'en est-il de l'usage de la tétine? On entend parfois, ou on peut lire parfois, que l'usage de la tétine ou l'allaitement peuvent avoir un rôle préventif dans la mort inattendue du nourrisson. Alors oui, il y a des études qui ont montré que la tétine avait un rôle protecteur. Alors il semble quand même que sur ce rôle protecteur, c'est surtout lié au micro-réveil du bébé. Un bébé qui perd sa tétine se réveille régulièrement parce qu'il en a besoin. Donc le sommeil risque d'être un peu moins profond et c'est sur ce phénomène-là qu'il est protecteur uniquement. Il n'y a pas d'autre avantage de la tétine. Pour l'allaitement a un rôle protecteur à la fois en donnant par le lait des immunoglobulines, donc des moyens de défense supplémentaires au bébé face aux infections, et puis par rapport à la proximité par rapport à sa maman, puisqu'elle va être très près de lui et va l'entendre à la moindre difficulté ou remarquer que quelque chose se passe, tout en respectant, on va le revoir aussi, les mesures de couchage adaptées quand on allaite son bébé. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Dr Borsa. Donc, je vous laisse rejoindre les coulisses. Et donc, nous allons accueillir Pascaline Briosso pour la deuxième partie d'émission. Donc, Pascaline qui va, comme on vous l'a dit tout à l'heure, nous donner des conseils pratiques sur ce qu'il faut faire ou pas faire pour le couchage du bébé. Pascaline, merci. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, je vous présente rapidement. Vous êtes aide-soignante au CHRU de Nancy. Et vous êtes fondatrice de l'association Les Rires d'Anna. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre association, les actions de prévention que vous menez, je sais que vous faites aussi des interventions en collaboration avec le Dr Borsa et le centre du CHU. Donc voilà, je vous laisse nous présenter ce que vous faites et puis après on passera vraiment à la pratique. D'accord. Donc l'association en fait elle a deux volets. On a un volet qui joue sur la prévention où justement on intervient partout où les portes s'ouvrent, notamment tout ce qui est lié à la petite enfance et à la santé, donc les réseaux de PMI, les relais d'assistantes maternelles, les écoles de sages-femmes, de puéricultrices, d'auxiliaires puères. On va aussi dans les lycées professionnels pour toutes les formations bac pro ASSP. Petite enfance. Donc voilà, toutes les portes qu'on peut ouvrir pour essayer d'atteindre les professionnels liés à la petite enfance, on y va. Et puis on a aussi un volet qui est lié à tout ce qui est événementiel pour essayer de récolter de l'argent, qui est principalement reversé à l'Observatoire de la mort inattendue du nourrisson. D'accord. Qui eux du coup gèrent tout ce qui est recherche. Voilà, recherche médicale, mais aussi environnementale. C'est eux qui nous disent attention, là, il y a une alerte sur le matelas rajouté dans le lit parapluie, par exemple. Tout ça, c'est eux qui gèrent.
Donc voilà, on organise des repas dansants, des différentes manifestations pour recueillir des fonds pour la recherche. Voilà, on fait aussi de la récolte de turbulettes qu'on distribue au sein des hôpitaux et des maternités. Donc voilà, on les floque avec en plus le logo de l'association, donc ça interpelle certaines personnes. Il y a même des fois on m'envoie des messages du coup sur Facebook. On dit mon bébé a été hospitalisé, il a dormi dans une de vos turbulettes. Donc voilà, tout ça, ça donne du sens. Donc voilà, on essaye de faire un maximum de choses pour faire passer un message. Voilà, pour éviter... C'est ça, la prévention, c'est aujourd'hui indispensable. On le voyait tout à l'heure avec le docteur Borsat, ça concerne encore une douzaine de décès quasiment par an, en tout cas près de chez nous, si on peut dire. Donc c'est quelque chose... Vous faites des actions aussi en partenariat avec le CD54 aussi, par rapport pour la PMI, toutes ces choses-là. Donc c'est aussi un partenaire important dans le cadre de cette prévention. Très important. Oui. Puis la PMI, c'est une ressource aussi pour les parents, les familles et même certains professionnels. Vraiment, c'est eux qui vont après, quand le bébé est né, peuvent aller, que ce soit la sage-femme ou la puéricultrice de PMI, aider les parents. Conseiller les parents. Il faut qu'ils aient les bonnes informations. Et quand on a commencé, aussi de leur on s'est rendu compte que voilà, tous les professionnels n'avaient pas le même discours et du coup, ça perturbait aussi les parents. D'accord. Donc c'est une lourde mission qui vous attend, en tout cas, d'informer et de sensibiliser tout le monde. On va passer aux conseils pratiques. Donc, l'objectif là de cette émission, c'est bien sûr de rassurer les parents, de faire une démonstration des différents matériels que vous pourriez utiliser. On va commencer par ce qu'il faut pas faire peut-être. Oui, voilà. Allons-y. On vous écoute, montrez-nous. Déjà. Vous voyez aujourd'hui le décor est un peu différent. Voilà. Donc là vous avez un lit parapluie lambda et dans lequel pour bien faire la plupart des parents pour que le bébé dorme bien vont rajouter je vous montre un matelas. Donc bien souvent c'est des matelas mous et en plus ce qui induit en erreur c'est que dans les magasins vous avez le lit parapluie et les matelas qui sont à vendre à côté alors que maintenant la plupart des commerçants sont bien au courant qu'il faut pas parce que si vous observez le matelas n'est plus mis directement dans le lit. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est une information et c'est acté d'ailleurs dans les nouveaux carnets de santé. Donc c'est aussi une ressource le carnet de santé. C'est vrai qu'en tant que parent on pourrait dire que la galette du fond de lit parapluie n'est pas très confortable pour son bébé. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours que le lit parapluie il est adapté à la taille et au poids de l'enfant et que si on avait des lits parapluies qui étaient fabriqués pour adultes, on dormirait très bien dedans. Donc voilà, donc le matelas surajouté, on l'enlève, je le pose ici, et on ne garde du coup que la galette qui se place dans le fond du lit. Et cette galette d'ailleurs, il est très difficile de trouver des draus. Donc on a eu lors de nos interventions une assistante maternelle qui nous a dit moi j'ai fabriqué comme un sac de couchage pour glisser la galette dedans, comme ça il n'y a plus de problème pour rabattre les bords du draus. Donc ça fait partie des choses à ne pas faire bien entendu. D'accord. Et du coup dans le lit parapluie et même dans le lit à barreaux, on évite, on ne rajoute pas de cale-bébé, de cale-tête. Tout ça en plus, c'est à mémoire de forme. Donc, comme l'a dit tout à l'heure un docteur Borsat-Dorion, il y a un risque qui augmente pour tout ce qui est le syndrome de la tête plate. Donc voilà, on ne met pas de doudou, pas de j'allais dire couverture, doudou. Non, c'est à proscrire. La couverture, c'est bien quand on est en poussette et qu'on va promener son petit. Là, il n'y a pas de souci. Surtout, des fois, ça a des valeurs affectives. C'est fabriqué par la grand-mère ou la meilleure amie. Donc, c'est personnalisé, il n'y a pas de problème. Mais sous surveillance et en promenade, jamais dans un lit. D'accord. Et doudou, pas du tout de doudou. Non. Dans l'idéal. Dans l'idéal, c'est zéro doudou. Ça, c'est surtout quelque chose qui rassure les parents. Et c'est parfois aussi, dans certaines crèches, quand il n'y a pas de doudou, ils disent « Ah, mais c'est un objet de transition. » Entre le foyer et donc, on l'entend, on le comprend. Mais le doudou, déjà, avant 3 ans, comme l'a dit Dr Anne Borsat-Dorion, il respire pas correctement. Enfin, il respire que par le nez. Donc, s'il est un petit peu enrhumé et qu'il met son doudou sur son visage, c'est pas dans l'idéal. Donc, voilà, le doudou, on va pouvoir lui laisser quand on va être capable de faire l'échange main-bouche, qu'on appelle l'échange main-bouche, et du coup de prendre le doudou. Donc ça, c'est à partir de quel âge à peu près? C'est plus à partir de 9 mois. D'accord, ok. Donc voilà, s'il s'endort avec, c'est sous surveillance et on ne lui laisse pas sur le visage. Sur le visage. Voilà, c'est très important. Des pratiques. Ok. Bon, maintenant, passons à... On va aller de l'autre côté. On va de l'autre côté. Donc là, il y a toutes sortes d'objets. Donc voilà. Alors ça, c'est un coussin d'allaitement. Toutes les femmes connaissent. Alors, par définition, un coussin d'allaitement, ça sert à allaiter. Donc, et ça peut aussi servir pendant la grossesse pour se caler au niveau du lit. Ça peut être vraiment très sympa. C'est à mémoire de forme. Mais ce qu'il y a, c'est que les fabricants... Et aujourd'hui, il y a une dérive dans les usages. Il y a une dérive dans les usages. Et ils vous fabriquent... C'est comme un transat dans lequel vous pouvez laisser bébé, puisque vous pouvez attacher bébé. Donc ça, c'est une housse qui est rajoutée sur le coussin.
pour sur le coussin bébé. d'allaitement. Donc, il faut savoir que les microbilles, au fur et à mesure que vous allez les utiliser, elles vont craquer à l'intérieur. Et donc, le coussin va être de plus en plus mou. Ouais. Sur les dos mous, on peut recharger. Il y a une fermeture, on peut racheter des microbilles. Et quand bien même, voilà, il faut quand même éviter de s'en servir pour un tout petit. Mais du coup, comme vous voyez là, et comme on vous a expliqué le système avec cette trachée, le bébé, quand il va être dedans, il y a deux problèmes. Soit il va s'installer, il va se mettre comme ça. Donc il va là, va avoir la tête trop inclinée. Soit il va se retrouver coincé en sandwich entre les deux, c'est déjà malheureusement arrivé. Donc voilà, on encourage vraiment de ne pas utiliser cela, de se servir du coussin d'allaitement uniquement pour vous aider, aider la maman pour s'installer pour l'allaitement ou pendant la grossesse. Mais c'est aucunement un moyen de faire dormir. Non, ce n'est pas un système. Voilà, on ne le met pas dans le lit parental pour faire dormir bébé dedans, ni quoi que ce soit. Ça va aussi pour ce genre de cale bébé. Donc il y en a qui sont même encore plus épais. Donc il y a ce système-là de boudin où on pourrait installer bébé. Alors c'est pareil, sur un temps d'éveil, quand bébé il a un petit peu mal au ventre, qu'il est un petit peu plus grand, notre poupon est un peu petit, mais ça permet de surélever un petit peu les jambes du bébé et du coup que l'estomac soit moins distendu. Donc le cale bébé, les parents le posent où? Comment c'est utilisé aujourd'hui? Le cale bébé, nous on va vous dire de pas l'utiliser du tout. Voilà. Mais aujourd'hui les parents qui achètent. Mais si vraiment vous l'avez ou que ça peut être utilisé sur un temps d'éveil, sur un tapis d'éveil, mais pas du tout à installer dans un lit. Non, pas le lit. Et puis, on a aussi ce qui a été en tête des ventes pendant plus de 15 ans, le dos mou. Donc ça, normalement, tous les parents connaissent. Donc ça, pour la petite histoire, ça a été créé et fabriqué par des kinésithérapeutes qui travaillaient en néonat. En néonatologie, ça a toute sa place parce que c'est à mémoire de forme. Donc là, pour les bébés prématurés, c'est très important plutôt que sur les couches, sur le lit, où on roulait des serviettes pour pouvoir les mettre dans différentes positions. Et ça a tellement bien marché que les commerçants s'en sont servis et ça a été vendu partout. Enfin voilà, vraiment. Et du coup, les vendeurs qui ne sont pas des professionnels de la petite enfance disent aux parents c'est formidable. En plus avec ça, vous pouvez dormir avec votre bébé sans risque. Oui, puis on peut dans le lit parental. Partout aussi. Voilà. Donc nous, on ne le préconise pas du tout, sauf en néonat et pour certains accouchements difficiles ou pour les bébés à besoin de sevrage, parce que voilà, c'est pareil. Il y a ce petit boudin là où on va pouvoir remettre un petit peu les jambes, mais c'est toujours sous surveillance et c'est jamais sur un temps de sommeil ou à rajouter dans le lit parental. C'est un peu comme un transat de luxe, mais bon, du coup, c'est vrai que ça fait un peu cher pour le transat. Sûr. Et par rapport au cododo, parce qu'aujourd'hui, il existe des lits qu'on peut accrocher justement au lit parental pour poser le bébé. Est-ce que c'est moins dangereux? Est-ce que c'est, j'ai l'impression que c'est une nouveauté aussi depuis quelques années. De prime abord, c'est vrai qu'on va pas encourager les parents à installer un lit cododo, ce qu'on appelle un lit cododo. On va plutôt les encourager à leur dire, si vous avez la place dans votre chambre, vous prenez le lit à barreaux, vous le collez contre votre lit. C'est exactement pareil. Ouais. Donc voilà, vous avez la proximité, vous avez juste à tendre la main, vous passez la main à travers le barreau, vous pouvez toucher votre bébé. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle mode qui est arrivée. Si les parents décident d'utiliser ce lit cododo, il va falloir qu'ils le fassent dans le respect des règles, parce que bien souvent, il y a des barrières à remettre pour que le bébé reste dans son espace. Bien souvent, ces barrières ne sont pas mises. Donc, il y a un risque que soit votre couverture ou votre oreiller glisse dans l'espace du bébé, soit que le bébé glisse dans votre espace à vous. Donc c'est pour ça que voilà, ça peut être utilisé, ça peut être une alternative si vraiment on a ce besoin de proximité. Pour l'allaitement, c'est vrai qu'au moins on n'a pas à se pencher, on peut prendre directement le bébé. Mais voilà, dans un premier temps, on va pas le préconiser. D'accord. Des espaces restreints dans certaines chambres peuvent être amenés à utiliser ce lit cododo. Et il y a différents modèles. Nous, on va encourager de prendre un modèle à barreaux. Parce qu'il y en a qui sont très confinés, donc c'est pareil, dès qu'on se retrouve, et de faire attention au matelas qu'il y a dans ce lit cododo, qu'il soit pas trop mou. D'accord. Alors, montrez-nous ce qu'il faudrait avoir, l'équipement, on va dire, idéal et plus sobre. Sécuritaire pour... Du coup, c'est très sobre. Donc, on a évidemment notre bébé, on a un lit à barreaux. Donc, celui-ci, en plus, c'est un lit pliant. Donc, on peut le refermer pour... Après, pour les problèmes de place. Pour des problèmes de place, pour les assistantes maternelles ou pour les grands-parents aussi, des fois. Un matelas. Donc là, on peut utiliser un matelas ferme. Un matelas ferme. Et puis, une turbulette adaptée à l'âge et au poids du bébé et à la saison aussi, c'est important. Oui. Donc, la turbulette, elle est lambda. Elle est un petit peu grande, celle-là, pour notre petit poupon. Mais on fait avec les moyens du bord.
Donc effectivement, il ne faut pas mettre une turbulette trop chaude. Trop chaude, ni trop grande. Pour les enfants, Bah, selon la température. Et l'été, quand il fait vraiment très chaud, on peut très bien coucher son bébé en body ou en couche. Voilà, il n'y a pas de problème. Au-dessus. Et surtout pas de drap, ni couverture. Pas de drap, ni de couverture. Ouais. Voilà. Donc là, elle est un petit peu grande, donc du coup, je peux montrer une turbulette qui est trop grande. Le risque pour bébé, c'est qu'il glisse à l'intérieur. Donc c'est très important de respecter les tailles. Et du coup, votre bébé, vous l'installez dans son lit avec sa turbulette. Et il n'a besoin de rien d'autre. Alors c'est vrai que des fois dormir sereinement et les parents voilà aussi. Et les parents aussi. C'est vrai que des fois on nous dit oui mais ça fait vide. Mais on explique, on dit voilà il n'y a pas besoin ni de tour de lit. C'était préconisé pendant un moment. Maintenant tout ça aussi c'est acté dans le carnet de santé. Il n'y a plus besoin de tour de lit. Le bébé il va évoluer dans son environnement. Il va savoir qu'il y a les barreaux, les accidents traumatiques sur les barreaux chez les tout petits. On parle pas d'un bébé d'un an, 1 an et demi qui va sauter, qui va passer au-dessus ou qui va se cogner. Mais chez un tout petit ça n'existe pas. D'accord. Donc les parents peuvent être rassurés, il va pas se faire un trauma crânien parce qu'il s'est tourné, qu'il s'est légèrement cogné sur le barreau, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça c'est les règles de sécurité. Le doudou peut très bien être posé là en haut, petit point, mais on ne rajoute rien et la décoration, après vous pouvez avoir toute l'imagination que vous voulez pour le reste de la chambre, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'on voit dans les magasins, on voit tellement d'équipements. Aujourd'hui pour le lit, pour le couchage, vous parliez des tours de lit. Les parents se sentent aussi sans doute tentés d'acheter toutes ces choses-là et pensent que c'est confortable pour leur enfant. C'est ça. Mais finalement, le minimum suffit. C'est ça. On veut toujours le meilleur pour son enfant. Ça part toujours d'une bonne intention. Et on veut vraiment tout ce qu'il y a de plus confortable. Il y a tellement de choses maintenant qui sortent et les réseaux sociaux, vous en avez déjà parlé. Donc voilà, les parents, ils sont souvent, ils veulent bien faire. Ils sont connectés, donc ils veulent bien faire. Ils veulent bien faire, mais voilà, l'essentiel, nous, on n'a rien à vous vendre. On vous fait même faire des économies. Du coup, vous pouvez même investir dans une meilleure poussette et dans des très bons sièges auto. Maintenant, il y a des sièges auto qui sont vraiment au top du top au niveau de la sécurité. Et les urgentistes pédiatriques le disent, ils voient la différence avec les nouveaux sièges. Donc voilà, faites des économies sur le matériel et investissez sur le reste. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à vous. Merci. Vous pouvez vous rapprocher. Merci à vous deux donc pour tous vos conseils et toutes vos recommandations. Donc merci également à Marine qui était l'experte qui a répondu à toutes vos questions en ligne. Donc on rappelle des actions de sensibilisation que vous menez au titre de l'association, mais également le Dr Boursa d'Orion dans le cadre du centre de référence. Actions de sensibilisation qui auront lieu la semaine prochaine dans le cadre de la semaine nationale à l'hôpital d'enfants et partout en France dans les autres centres de référence. Nous allons nous quitter. Je vous donne rendez-vous le 11 octobre pour le prochain Facebook Live du CHRU de Nancy qui sera dédié à la spondylarthrite à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation sur les rhumatismes et les maladies musculo-squelettiques. Bon après-midi.